Bonsoir à tous, nous voilà de nouveau réunis pour parler évidemment du sujet qui nous occupe tous et aujourd'hui encore plus avec l'intervention du président tout à l'heure. On aura fini à temps. Merci beaucoup professeur Flippo d'avoir accordé encore du temps pour parler avec nous coronavirus. Donc on fait le point aujourd'hui. Bonsoir René-Marc. Eh bien, bonsoir Sonia, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez remarqué que j'avais dit que je n'oublierais pas de mettre mon petit bouton, hein. Exact, exact. Donc tu l'as au col, on va en parler. Bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude, dans le chat sur votre droite, vous pouvez interagir avec nous et je me ferai votre porte-parole pour partager vos questions au professeur Flippo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment mettre vos commentaires. Les petites infos du moment quand même, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, heureusement. Vous le savez, on a au début du mois fait notre édition polyarthroton un petit peu adaptée puisqu'on l'a fait en distanciel, mais ça a été un franc succès puisqu'on a eu dans le challenge entreprise 7 entreprises qui se sont mobilisées avec tous leurs collaborateurs et 19 services de rhumatologie qui ont compté leur pas. À ça s'est ajoutée la journée de mobilisation grand public le 11 octobre et c'est donc tous ensemble 20 404 € que nous avons récoltés pour la recherche sur un sujet spécifique de la polyarthrite rhumatoïde. Donc merci à tous de vous être mobilisés et bien sûr ça nous donne plein d'idées pour l'année prochaine. Donc je pense que l'année prochaine on sera aussi sur une modalité de cet ordre-là. Le bouton orange, on en parlait à l'instant, c'est donc une initiative portée par le laboratoire Sanofi, mais en partenariat avec les associations de patients polyarthrite rhumatoïde. Donc le bouton, c'est le symbole des difficultés que vous rencontrez au quotidien pour les gestes simples, comme boutonner une chemise. Et donc on vous invite à porter ce bouton pour sensibiliser autour de vous à la problématique de la polyarthrite. Donc vous voyez, professeur Flippo là au col. Moi, je l'ai ici en boutonnière. Vous pouvez vous procurer le bouton auprès de nous et découvrir toute la campagne sur le lien qui apparaît à l'écran et que Ludivine nous met évidemment de façon tout à fait efficace comme toujours dans le chat. Donc, je vous partage aussi une initiative avec Nathalie qui nous avait accompagnés sur des cours de yoga en partenariat donc avec l'AFA, qui est l'association sur rectocolite hémorragique et Crohn, maladie inflammatoire digestive. Et Landar qui propose des cours de yoga tous les lundis à 18h30. Donc, c'est des séances de 40 minutes adaptées évidemment, hein, vous le savez, aux personnes atteintes de maladies inflammatoires. C'est un yoga très très doux, yoga relaxation. Pour 5 €, vous avez accès à la séance en direct. Et sinon, vous pouvez la refaire en replay toute la semaine ou le faire directement à un autre moment qui vous arrange mieux. Là encore, Ludivine vous met le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à récupérer ce lien et à le garder si vous voulez bénéficier de ces cours de yoga. D'autant que ce sera peut-être pas du luxe si de nouveau nous restons tous à la maison dans les semaines qui viennent. J'en profite pour vous parler là directement en lien avec notre thématique de ce soir, de ce que les associations agréées, dont Landar, autour de France Asso Santé, se mobilisent, puisque le gouvernement a fait une saisine auprès du Haut Conseil de santé publique par rapport justement à la protection des personnes vulnérables, on va dire, en fragilité. Les associations ont demandé à être entendues pour pouvoir partager une réactualisation de la liste des critères de vulnérabilité, un retour à la protection des proches des personnes qui sont considérées vulnérables, avec un accès au chômage partiel, notamment un accompagnement par le service de santé du travail quand il y a nécessité de rester sur site et de pas d'être en télétravail, et une protection particulière des travailleurs indépendants qui, dans le contexte, sont plus que jamais obligés de maintenir le travail, même quand leurs conditions de santé ne le permettent pas. Donc là aussi, plus d'informations, plus de détails sur cette mobilisation associative sur franceassosanté.org. Là encore, Ludivine vous met le lien dans le chat.
Et donc, ça y est, sans plus attendre, échange avec le professeur Philippot. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Bien sûr, moi, j'en ai déjà quelques-unes à lui proposer. Donc, la première, René Marc, c'est bien sûr celle qu'on se pose depuis le début et qu'on te pose à chaque fois. La PR constitue-t-elle un risque plus grand de contracter le coronavirus? Alors, cette question, effectivement, elle mérite d'être actualisée car vous avez toutes et tous bien compris que l'information scientifique évolue, alors parfois avec une certaine stabilité, parfois avec des données qui peuvent s'inverser. On en dira un mot tout à l'heure sur les traitements, avec parfois des résultats positifs, mais parfois négatifs. Alors, sur cette première question, pour le moment, puisqu'on s'est quitté dans mes souvenirs il y a maintenant à peu près 3-4 mois, donc les résultats restent à peu près constants. Le nombre de personnes qui vont faire des formes graves de Covid-19, eh bien, il n'y a pas de surreprésentation, en particulier de la polyarthrite rhumatoïde et au sens plus large des rhumatismes inflammatoires chroniques. Autrement dit, la maladie elle-même, la maladie et les traitements de la maladie, eh bien, ne sont pas officiellement aujourd'hui associés à un risque plus élevé de faire un Covid grave. Alors, comme le vient de le dire Sonia, il est vrai que début mars, dans les sujets vulnérables, il a été mis en avant par prudence et par logique protection les maladies auto-immunes, les maladies dysimmunitaires, les malades traités par immunosuppresseurs, les malades traités par biothérapie. Donc, si on prend la maladie toute seule et certains traitements, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'être plus inquiet. Le plus important, je le rappelle, c'est surtout l'âge. Plus on est âgé, plus on est fragile. D'être un homme, parce que les hommes meurent 2 fois plus que les femmes. C'est le fait d'avoir des comorbidités, d'être en surpoids, d'être obèse. C'est surtout le fait d'être cardiaque. C'est le fait d'avoir des pathologies pulmonaires. En fait, ça va être beaucoup plus important que d'avoir la polyarthrite, d'avoir le rhumatisme psoriasique, la spondyarthrite. Et les traitements, on y reviendra, les traitements pour le moment n'ont pas vraiment démontré qu'ils étaient plus à risque. Et vous savez que le plus important, c'est la fameuse cortisone. Vous vous souvenez qu'au début du mois de mars, le gouvernement français a dit « Attention, pas d'anti-inflammatoires ». On a mélangé les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-inflammatoires cortisoniques. Et vous savez que le seul traitement qui aujourd'hui a démontré qu'il diminuait la mortalité, c'était une petite dose quotidienne de cortisone. Donc là, sur cette première question, on reste avec des données plutôt rassurantes. Le plus important, c'est les comorbidités. Et vous savez qu'en vieillissant et dans la polyarthrite, il y a beaucoup de comorbidités. Ok, donc ce qu'on retient, c'est que évidemment, en toute logique, plus l'âge évolue, plus le risque est grand à cause de l'avantoir et aussi des comorbidités qu'on va développer dans le temps, polyarthrite ou pas d'ailleurs. Ben voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en moyenne, les personnes qui ont de la polyarthrite, ils ont plutôt 65-70 ans. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais à cet âge-là, souvent, on est un petit peu diabétique, on est souvent hypertendu, on a parfois fait un petit problème cardiaque. Donc, c'est vrai que tout ça, ça fait un contexte global, mais c'est plus le contexte qui est à risque de forme grave que simplement d'avoir une polyarthrite et une biothérapie ou du méthotrexate. Donc, tu réponds en fait à la question suivante qui est est-ce que les traitements sont en soi un signe de fragilité ou de faire une maladie plus grave? Ta réponse est non. Et on en revient au reco d'origine. La réponse est globalement non, mais on va communiquer dans quelques semaines sur les 1000 premiers patients maladies inflammatoires auto-immunes qui ont fait le Covid, avec le plus souvent, heureusement, des formes bénignes, de temps en temps des formes graves. Et quand on compare notamment la polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est quand même
le groupe de patients le plus important, entre ceux qui ont fait des formes graves et des formes pas graves, eh bien, on voit que le méthotrexate et les biothérapies sont plutôt associés à des formes moins graves. Il y a deux traitements pour lesquels il faut être minimalement prudent. C'est la cortisone quand la dose est élevée. Et c'est vrai que quand on a plus de 10 mg par jour, eh bien, il y a plus de formes graves, mais on a le droit de dire que justement, si j'ai beaucoup de cortisone, c'est parce que je vais très mal. Donc, est-ce que c'est la maladie plus sévère? Est-ce que c'est la maladie plus active? Ça, c'est compliqué, mais dans l'absolu, quand on a trop de cortisone, c'est peut-être pas très très bien. Et le deuxième traitement, on en avait déjà parlé avant, parce qu'il n'était pas toujours disponible, c'est le rituximab. On sait que le rituximab, il diminue la fabrication des anticorps pendant des semaines et des mois. Mais là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a quand même très peu de malades sous rituximab qui ont fait de la Covid. Quelqu'un qui a du rituximab, on sait très bien que ce n'est pas le traitement le plus habituel. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être une forme particulière de la maladie, qui a peut-être une polyarthrite avec une atteinte pulmonaire. Donc, il faut rester très prudent. On peut être globalement plutôt rassuré aujourd'hui, mais pour être très honnête, cortisone à dose élevée, rituximab, prudence, ça se discute avec son rhumatologue en fonction de sa maladie, en fonction de l'activité de sa maladie et en fonction de ce qu'on pourrait faire d'autre. Il n'est pas question demain, pour celles ou ceux qui sont sur rituximab, de dire « docteur, il faut changer mon traitement ». Non, c'est une information générale où il y a peut-être un petit peu plus de formes graves, mais comme il y a peu de malades qui ont fait la Covid, eh ben on a quand même peu de données. Il y a des milliers et des milliers d'hypertendus, des milliers de cancéreux, mais il n'y a en France que quelques centaines de polyarthritiques avec Covid déclarés et répertoriés. Donc vous imaginez bien, quelques centaines de polyarthrites, il y en a sous anti-TNF, sous anti-L6, sous rituximab, ça fait des petits effectifs, restons très prudents. Ok, donc en conclusion, on reste prudent. Si on a des questions, un doute, on en parle avec son rhumato, mais bien évidemment, on ne court pas à changer de médicament, quand bien même on n'est pas comme du rituximab. Non. Ok, est-ce que tu peux nous parler des recommandations de la SFR, des recommandations officielles? Est-ce qu'elles ont évolué depuis mars? Alors, les recommandations de la Société française de rhumatologie n'ont pas évolué. Dans le cadre de la préparation, car comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de travail en amont et donc d'échanges avec Sonia. Donc, il y a eu une actualisation des recommandations américaines. Cette actualisation, rien n'a changé, sauf un nouveau paragraphe. Ce nouveau paragraphe, c'est que faire si j'ai attrapé la Covid? Quand j'attrape la Covid, la prudence, c'est de suspendre son traitement, comme quand vous faites une bronchite, une cystite. Quand il y a une infection aiguë, la prudence est de suspendre son traitement. Et ils ont donné la même recommandation que nous, c'est-à-dire reprise du traitement 2 semaines après la disparition des symptômes. Donc, pas de modification des recommandations nationales ou internationales. Elles ont été parfois complétées et dans les recommandations américaines, il y a le petit chapitre sur quand reprendre ma biothérapie, quand reprendre mon méthotrexate à distance de la Covid-19. Et la prudence, c'est 2 semaines après l'arrêt des symptômes, parce que là, on est sûr qu'on n'a plus de virus. Ok, donc pas de changement, la stratégie reste la même et finalement les Américains se sont alignés sur les recos européennes. Alors, les recos françaises, parce que les recos européennes ne sont pas non plus très très détaillées, mais qu'à cela ne tienne, et elles reposent sur des petites expériences. Pour vous donner un ordre d'idée, le recueil européen
de rhumatisme inflammatoire qui ont fait Covid, c'était à peu près 1500 personnes. Et sur les 1500 patients européens, la moitié, c'est des Français. Donc, les données françaises génèrent aujourd'hui la moitié des données européennes et un tiers des données mondiales. Bon, alors bien sûr, ça c'est après la première vague, qui a été une petite vague. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la totalité de la première vague, je n'ai déclaré qu'une dizaine de cas sur l'île. Et là, depuis 15 jours, je suis déjà à 4 cas supplémentaires en 10 jours. Donc, c'est clair, la deuxième vague est beaucoup plus importante que la première en nombre de malades touchés dans la plupart des régions. Donc, effectivement, il va y avoir une expérience beaucoup plus importante après la deuxième vague. Il est clair que les mesures de distanciation et les mesures de protection doivent être encore et encore plus suivies sur ce que l'on vit actuellement dans cette deuxième vague. Si la moitié des patients dans les registres européens sont français, c'est pas parce qu'il y a plus de patients contaminés, c'est parce que la France a été peut-être plus pointilleuse dans l'enregistrement des données. Ça a été, je dirais, plus homogène dans la mesure où tout le monde a travaillé dans une unique étude observationnelle, une cohorte, et tout le monde a travaillé dans le même sens. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle de scientifiques qui ont voulu tirer la couverture à eux. Alors en Europe, il y a des pays où il y a eu peu de Covid, comme l'Allemagne par exemple, mais en Espagne, en Italie, en Angleterre, il y en a eu autant que chez nous, mais il y a peut-être moins de données regroupées de façon homogène et nationale. D'accord, okay. Donc c'est plus une question de méthodologie que de nombre de patients. Voilà, c'est plutôt Madrid qui a l'expérience de Madrid, l'expérience de Valence, l'expérience de Barcelone. Nous, on travaille, voilà, c'est les résultats français. Ok. C'était pour être sûr qu'on n'ait pas l'impression qu'il y avait tellement de cas en France qu'on prenait toute la place dans les registres. Il y a des questions déjà. Donc, voilà. J'allais dire, on peut peut-être rebondir sur les questions rituximab, parce que forcément, il faut rester tout à fait serein. Il y en a un ou une Marie-Agnès, qui nous dit « Le rituximab, on fait une perfusion tous les 6 mois ou tous les ans. » Donc, effectivement, il y a une certaine simplicité. Il faut savoir que quand on est 2-3 mois après la perfusion, on peut se considérer comme à peu près normal. Donc, le problème, c'est, là, on est en pleine vague. Est-ce qu'il faut refaire son rituximab en ce moment? Alors, je vais être honnête avec vous. En pleine période de pic, on dit qu'il vaut mieux rester à la maison que d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas de rituximab en sous-cutané. Donc, j'en ai vu une aujourd'hui, puisque je consultais. Quand on va pas trop mal, mon opinion personnelle, c'est de dire on va attendre 1 mois ou 2, on va attendre que la vague retombe, comme vous allez bien, et on va faire la prochaine perfusion un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs ce qui se fait parfois. Le rituximab, c'est un traitement soit à la demande, et on fait une perfusion tous les 8 mois, tous les ans. Donc on fait une perfusion quand on sent que ça va à nouveau moins bien, auquel cas il vaut mieux attendre. Et il y a ceux effectivement qui, je crois, sont les plus nombreux, où on fait la perfusion tous les 6 mois. Je crois qu'aujourd'hui, ça se discute, mais en ce qui me concerne, si les gens vont bien, ce n'est pas l'idéal d'aller à l'hôpital. On a moins de personnel disponible. Donc, si on ne va pas trop mal, le but, c'est de se dire, je la ferai en janvier-février. Quant à la cortisone, c'est clair, on ne doit jamais arrêter son traitement. En général, on donne des doses de 5 à 10 mg par jour.
c'est le cas de figure le plus fréquent. Donc cette dose de cortisone, on la continue. Et si vous attrapez le Covid, eh bien vous continuez votre cortisone. Surtout pas d'arrêt, parce que la cortisone, c'est l'hormone anti-stress. C'est le seul traitement chez des gens qui n'ont pas de cortisone qui permet d'avoir près de 20% de morts en moins. Donc sa dose de cortisone, on la continue même si on attrape Covid-19 et on verra ce qu'on fera à l'hôpital, puisque là, il y a des prises en charge protocolisées, mais on n'arrête pas sa cortisone avant. On a eu la question tout à l'heure de Monique qui disait sous plaquenil, faut-il aussi arrêter le traitement? Donc j'imagine c'est si on est sous plaquenil et qu'on est positif au Covid, est-ce qu'on arrête le plaquenil? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un petit sourire en tant que professeur du Nord par rapport peut-être à des professeurs du Sud. Donc, pour le plaquenil, il est recommandé de faire comme avec les autres traitements, il est recommandé de l'arrêter. Alors, il est recommandé de l'arrêter, et je pense pour plusieurs raisons. D'abord parce que le plaquenil, s'il a une efficacité, c'est surtout pour empêcher le virus de rentrer dans nos cellules. Autrement dit, c'est pour empêcher de l'attraper. Mais une fois que vous l'avez attrapé, et que ça fait 2-3 jours que vous faites de la fièvre, que vous perdez les odeurs, le virus, il est là. Donc le plaquenil, il n'a pas malheureusement empêché d'attraper le virus. Deuxièmement, quand vous avez attrapé le virus, les études montrent aujourd'hui que 30 à 40% des gens font une inflammation cardiaque. Le virus touche le cœur. Et là, ça n'a rien à voir avec le médicament que vous prenez peut-être pour votre polyarthrite, votre lupus depuis des années, parce que votre cœur, il n'est pas infecté par le virus. Et quand il est infecté par le virus, que l'on donne du plaquenil, que l'on donne de l'azithromycine, eh bien là, il y a des accidents cardiaques qui sont rares, mais qui existent, qui peuvent être très graves. Donc aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, quand on donnait du plaquenil pour soigner la Covid, aujourd'hui, c'est arrêté. On ne donne plus de plaquenil pour soigner Covid parce que les études ont montré que c'était inefficace et qu'il y avait au minimum un doute sur des risques d'accident cardiaque. Donc, plus de plaquenil dans les protocoles de traitement Covid, sauf études spéciales. Et si vous avez du plaquenil, restez prudent. Si vous attrapez le Covid, eh bien, il vaut mieux suspendre et vous en parlerez avec les infectiologues, les réanimateurs, mais ça n'est probablement pas une bonne idée de le continuer. Même si on habite Marseille, bien sûr, je suis un petit peu taquin. Donc là, on a pas mal de questions évidemment sur les traitements de la polyarthrite. Quid quand on déclenche la Covid, qu'on soit sous Orencia, sous méthotrexate, avec des avis qui peuvent diverger. Ça n'a pas d'intérêt d'arrêter le métaux. Isabelle nous dit parce qu'il agit sur plusieurs semaines et donc pas de prise en compte immédiate. Est-ce qu'il faut l'arrêter ou non? On pose la question un peu pour tous les traitements. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que j'appelle une question tout à fait intelligente. On recommande de suspendre les traitements si on commence les symptômes de la Covid, mais vous avez tout à fait raison. Ce sont des traitements qui agissent en profondeur. Donc, quand on arrête le méthotrexate sur 1 ou 2 semaines, il y a toujours ce que les médecins appellent la rémanence d'efficacité. C'est encore plus vrai pour ceux qui ont encore de temps en temps le médicament qui s'appelle l'eflunomide Arava. Même quand on l'arrête, il est auto-recyclé pendant des mois. Et vous savez très bien que quand vous faites une perfusion, même tous les mois, quand vous faites une piqûre toutes les semaines, eh bien, il n'y a pas d'arrêt immédiat, brutal du traitement.
On n'a jamais démontré par ailleurs que continuer les traitements était à l'origine d'aggravation des microbes. On est dans la prudence, dans la précaution d'emploi. Donc, il y a quelques mois, on ne connaissait pas trop l'effet de nos traitements sur le virus. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas vraiment de traitement avec une efficacité sur le virus. Et c'est vrai que certains traitements sont testés pour lutter contre l'inflammation, car vous savez que dans cette foutue maladie, il y a la pneumonie d'un côté, et après, au bout de 8-10 jours, on fait une tempête d'inflammation. Et cette tempête d'inflammation, on essaye de la bloquer par les traitements de la polyarthrite. Donc, aux États-Unis, ils ont dit au début que ceux qui avaient une biothérapie contre l'interleukine 6, eh ben, il fallait peut-être continuer. La prudence, c'est d'arrêter. Alors malheureusement aujourd'hui, on a eu depuis cet été plusieurs grandes études internationales et il faut être très honnête, les résultats ne sont pas très positifs. Pour le moment, les traitements de la polyarthrite, les anti-interleukine 6, les anti-interleukine 1, ils n'ont pas démontré d'efficacité franche, ils n'ont pas montré qu'ils diminuaient le nombre de morts. Il y a même des résultats qui parfois vont dans le sens inverse. Donc on va rester encore aujourd'hui très prudent. Mon traitement, tant que je n'ai pas Covid, je continue car je dois contrôler ma maladie. Si je débute Covid, je suspends, j'en parle au docteur et c'est vrai que si je dois suspendre pendant 2-3 semaines mon traitement, j'ai quand même un petit effet de freination. Donc je ne suis pas totalement indemne de traitement, mais personnellement je pense qu'il est quand même intéressant de bloquer l'inflammation. Moi je pense que c'est quand même un bien. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de formes graves chez les polyarthritiques. Ok, donc on maintient le traitement tant qu'on n'a pas Covid positif et après on suspend et on en parle évidemment au rhumato, au médecin. Pour l'anti-inflammatoire, on nous pose la question, ça va être… Alors l'anti-inflammatoire, on va le répéter, quand on est infecté, surtout avec des bactéries, depuis des années, des dizaines d'années, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire sans avoir d'antibiotiques. Sauf que quand c'est du virus, il n'y a pas d'antiviral véritablement efficace. Donc, c'est une précaution. Si vous n'avez pas la Covid, si vous avez la spondyarthrite, la polyarthrite, si vous prenez votre anti-inflammatoire, il n'y a pas de problème. Et là encore, par prudence, si vous démarrez de la fièvre, que vous commencez à tousser, etc., la prudence, c'est de suspendre. Mais pour votre information, il y a des études scientifiques en cours pour soigner la Covid par anti-inflammatoire. Sauf qu'on n'a pas les résultats. Est-ce que ça sera efficace? On n'en sait rien. Est-ce que ça peut être maléfique? Peut-être. Donc, j'ai pas Covid, je prends mon traitement. J'ai Covid, je suspends et j'en parle au docteur. On a Gwenaël qui nous dit « j'ai la Covid et j'ai suspendu ». Voilà. Donc, on suspend pendant 2 semaines après l'arrêt des symptômes. Donc, ça peut durer au total 2 à 3 semaines, parfois 4. Bon. Alors, quand je dis les symptômes, je souris parce que je pense à la perte de l'odeur. On sait que des gens, quand ils font Covid, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils ne retrouvent pas les odeurs et le goût. Alors là, je ferai quand même un bémol. Quand je dis les symptômes, c'est la fièvre, c'est la toux. Ce sont les signes de pneumonie. Pour les odeurs et le goût, on sait que ça peut durer des semaines et des mois. Là, il est clair qu'on ne va pas vous laisser avec un arrêt de tous les traitements pendant des mois jusqu'à ce que les odeurs reviennent. Hein. Oui, ok. Donc, c'est les symptômes graves, respiratoires. Les symptômes de pneumonie. Ok.
On a Blandine qui nous fait un peu un témoignage autour de l'angoisse que ça peut générer. Avec une paire récente, elle a attrapé un petit rhume et ça a affolé son système immunitaire. Donc évidemment, elle a eu une grosse poussée inflammatoire. Le risque d'une infection plus grave lui fait peur. Elle craint que son système immunitaire ne se déchaîne et que ses articulations surréagissent. Alors, le système immunitaire, il est affolé, oui et non. C'est vrai qu'on a la vision du système immunitaire à l'origine de trop d'inflammation, mais il faut bien comprendre que le système immunitaire, il a une immunité qui va vers l'inflammation, mais il a aussi une immunité et des cellules qui va freiner l'inflammation. Donc, on sait qu'il y a des fameux lymphocytes, ces cellules de l'inflammation. Il y a des lymphocytes activés, pro-inflammatoires, mais il existe des lymphocytes régulateurs. Autrement dit, on ne peut pas avoir une vision où toute l'immunité s'active. Dans la polyarthrite, il y a aussi peut-être un défaut de ces lymphocytes régulateurs. Donc, dans la polyarthrite rhumatoïde, l'immunité, elle est plus détraquée que hyperactivée. Peut-être que ce sont les régulateurs qui sont un petit peu insuffisants. Bon, à partir de là, le risque de microbes, il est lié à l'âge. Plus on est âgé, plus on est fragile. Il est lié à trop de cortisone. Il est lié à une polyarthrite active. Et c'est ça le plus important. Les traitements, ils ne viennent que après. Autrement dit, c'est vrai, je vieillis, j'ai un petit peu de diabète, j'ai un peu de cortisone, ma polyarthrite n'est pas équilibrée, j'ai du méthotrexate, j'ai une biothérapie. Tout ça additionné, ça rend fragile aux microbes. Mais c'est plusieurs facteurs. Donc la polyarthrite, il est très important qu'elle soit contrôlée. Il est important qu'il y ait le moins de cortisone possible. Et moyennant quoi, les traitements spécifiques ne seront certainement pas plus mauvais. Et aujourd'hui en Covid-19, il faut surtout que votre maladie soit le mieux contrôlée possible. Alors, je rebondis sur ça et sur finalement ta reco tout à l'heure qui disait, bon, avec le Roactemra, on peut un peu, avec le rituximab, on peut un peu tricher avec les délais et reporter un peu jusqu'à janvier. Nathalie nous faisait un commentaire en disant, mais moi, c'est hors de question de prendre le risque que ma maladie flambe, donc je ne repousserai pas ma perfusion. Comment on fait la part des choses là? C'est-à-dire si je vais bien, je reste à la maison, mais dès que ça va mal, j'appelle. Or, on sait avec l'expérience de la première vague de confinement et de problèmes de continuité des soins que les gens se sont retrouvés avec des perfusions déprogrammées et souvent ajournées longtemps. Donc, il y a aussi pas mal d'angoisse là sur ce qui nous attend par rapport à ça. Il y a beaucoup d'interrogations légitimes et les interrogations peuvent générer de l'inquiétude, de l'anxiété et de l'angoisse. Alors, pour répondre, je dirais tout est une question de personne, tout est une question de personnalité, au pluriel, le patient et son médecin. Il y a des patients plus ou moins dans la crainte des effets secondaires des traitements, plus ou moins dans la crainte de rechuter, plus ou moins dans la crainte de faire un Covid sous traitement. Et en face, vous avez votre rhumatologue qui, lui, a plus ou moins peur de votre rechute, plus ou moins peur que vous attrapiez le Covid, plus ou moins peur, voilà. Et on est dans un dialogue. Donc, aujourd'hui, dans ce dialogue, je crois que si le patient n'est pas particulièrement craintif et le rhumatologue non plus, je crois que l'idéal, c'est de maintenir une prise en charge normale. Normale, c'est-à-dire, vous n'avez pas la Covid, vous faites attention, donc on maintient le traitement le plus normal possible.
On en avait déjà discuté, j'avais été surpris, pour ne pas dire plus, que certains de mes collègues ne fassent plus de perfusion. J'ai cru comprendre que c'était parce que leur service avait fermé et qu'il n'y avait plus de personnel. Mais très clairement, les hôpitaux de jour doivent continuer à fonctionner. Donc, le schéma le plus simple, c'est de continuer son traitement normalement. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui va plutôt bien et qui a un peu peur, eh bien, à ce moment-là, je vais dire, la polyarthrite est plutôt contrôlée, il n'y a pas d'urgence. On peut tout à fait reporter. Et à ce moment-là, on répond au patient qui a peur dans le moment aigu. Et si on ne va pas trop mal, et vous savez que 60 à 80% d'entre vous, vous êtes bien contrôlés, eh bien à ce moment-là, je dis, comme je l'ai fait aujourd'hui, ok, on ne va pas faire, c'était un rituximab qui était prévu fin novembre, début décembre, j'ai dit, écoutez, vous avez un petit peu peur, vous allez bien, je ne sais pas où on en sera dans un mois, ok, on fait en janvier. Donc, crainte du patient, si vous êtes équilibré, le médecin pourra envisager de reporter. Il pourra envisager de vous passer en sous-cutané à la maison pour ceux qui ont de la bataceb, du tocilizumab. Bon. Mais ça doit se discuter avec vous. Parce que quand j'ai des petits camarades qui me disent « je dois fermer mon hôpital de jour, je n'ai plus de personnel, donc tout le monde va passer de la perfusion à la sous-cutanée », bon, s'il n'y a plus de personnel, évidemment, si les infirmières, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, si les infirmières doivent aller au Covid et en réanimation et les aides-soignants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais c'est quand même pas partout comme ça. Donc, sauf contrainte particulière, on garde son traitement. Mais si on va bien, si on n'a pas trop envie d'aller à l'hôpital, on peut reporter. Et si vous êtes chez vous, c'est clair, il n'y a pas de raison. Si vous n'avez pas le Covid, vous gardez votre traitement régulièrement. Il n'y a pas de raison de laisser passer. Vous allez prendre un risque de rechute. Et si vous rechutez et que vous faites la Covid, ça sera probablement moins bien. Ok, alors là, il y a plein de questions. Évidemment, on nous fait remonter, ma PR n'est pas bien contrôlée avec tel ou tel traitement. Donc, si la pathologie n'est pas contrôlée, en gros, c'est confinement. Alors, si la pathologie n'est pas contrôlée, vous n'avez pas Covid, eh bien, il faut être pris en charge normalement. On changera de traitement il faut être le plus possible dans la normalité ou normalitude. Okay. Le confinement, on va voir ce qui va être annoncé dans quelques minutes. A priori, dans les hôpitaux jusque maintenant, il y a beaucoup de malades qui n'ont pas été pris en charge sur la première vague, avec parfois des conséquences graves, notamment pour les cancéreux. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a tous des directives de maintenir quand même la prise en charge des malades qui le nécessitent. Donc, à Lille, par exemple, mon service n'a jamais fermé. Il n'est pas question que mon service ferme, mais il fonctionne à demi-capacité. Parce qu'à côté, il y a des Covid et le personnel part à la Covid. Donc, quand on en a besoin, la prise en charge, quand on ne va pas bien, elle doit être normalement assurée. Et le confinement, c'est clair, bon, de toute façon, ça va être pour tout le monde, vous n'allez pas aller vous promener. Donc, le confinement, il est d'autant plus important, pas parce que vous avez la polyarthrite et une biothérapie. Il est d'autant plus important que vous avez peut-être 70, 75 ans, que vous êtes en surpoids, que vous êtes hypertendu, que vous avez fait un petit infarctus, que vous avez du diabète, que vous avez de la bronchite chronique. Voilà, c'est tout votre contexte qui vous fera plus ou moins confiné. Et pour ceux qui travaillent et qui sont dans la fonction publique hospitalière, il n'y a pas de confinement, entre guillemets. Vous imaginez que s'il y a la guerre demain et les militaires, ils restent chez eux. Ah bah oui, c'est bien la peine d'être militaire. Donc, pour la fonction publique hospitalière, bien évidemment, plus on est à risque avec tout ce que je viens de dire, ce n'est pas seulement d'avoir de la polyarthrite ou de la spondyarthrite sous une biothérapie.
c'est toute l'évaluation médicale. Bien sûr, on ne met pas le personnel en réanimation Covid, mais on peut travailler dans les services de gériatrie, enfin, on peut travailler dans tous les autres services hospitaliers, même avec de la polyarthrite et une biothérapie. Discussion au cas par cas avec son médecin, son spécialiste et la médecine du travail. Alors là, je vais essayer de te ramener ça. Il y a un commentaire de Sonia qui est intéressant et qui, en lisant les témoignages des Covid longs, elle trouve qu'il y a quand même une ressemblance avec les maladies auto-immunes, les douleurs qui vont, qui viennent, la localisation qui change. Et est-ce qu'il y a des études qui assimileraient ces formes longues à une nouvelle maladie auto-immune Alors, pour le moment, on a vraiment trop peu de données. On commence à parler de syndrome post-Covid. On commence à se poser des questions sur, entre guillemets, des séquelles de cette infection virale. On va rester très prudent. On manque de données, on manque de recul, on manque d'expertise. Il est probable, après toute maladie virale, il y a ce qu'on appelle des syndromes de fatigue chronique, donc des espèces de fibromyalgie. Donc il est probable que certaines personnes, physiquement et psychologiquement, vont garder une faiblesse, des douleurs un peu diffuses, mais on sera plutôt, à mon avis, dans de la fibromyalgie, entre guillemets, dans des syndromes de fatigue chronique, que dans une maladie auto-immune, une maladie dysimmunitaire post-Covid. Après, certaines personnes vont peut-être déclencher des maladies auto-immunes après. C'est-à-dire que la Covid, avec la maladie virale, mais vous savez que ce n'est pas un virus qui touche les articulations, mais ça peut être un stress, comme une tuberculose ou un cancer. Et on sait qu'après un grand stress, on peut déclencher une maladie auto-immune. Donc ça, on verra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Pour le moment, après la première vague, on n'a pas de données scientifiques de rhumatisme émergent après Covid-19. Bon. Donc, de ce côté-là, soyez plutôt rassurés. Par contre, on peut être fatigué pendant quelques semaines, quelques mois, c'est clair, mais on en reparlera après la 2e vague et après la 3e vague du printemps 2021, parce que c'est une question qui est posée. Il y a beaucoup de recherches sur le vaccin, mais un vaccin validé, ça ne sera pas avant le printemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2e vague, on reconfine. Donc ça va rediminuer. Et à la fin de cette 2e vague, donc en décembre-janvier, on aura peut-être 30 à 40% de la population française qui aura attrapé le Covid. Mais vous savez que les spécialistes nous disent qu'il faut au moins 60% protéger pour éviter la transmission. Si c'est 60%, il faudra une 3e vague, puisque vous aurez encore 60% des gens qui n'ont pas fait. Et après, vous avez entendu l'actualité des médias aujourd'hui sur cette fameuse étude anglaise qui dit que comme 80% des gens font des formes mineures, au bout de quelques mois, ils ont beaucoup moins d'anticorps. Donc, il va falloir aussi répondre à une question importante. Ceux qui ont fait le Covid, est-ce qu'ils vont garder une protection? On ne sait pas, on verra bien. Mais il faut bien continuer à vivre. On n'a qu'une vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a encore des gens qui meurent d'un accident de la route. Bon, avec le confinement, il y aura moins de risques, mais quand même. Donc, oui, bien sûr, il y a beaucoup de questions tout à fait intéressantes, plus ou moins inquiétantes, mais je dirais, c'est la vie. C'est la vie. Bon. Alors, concernant les vaccins, évidemment, la question se pose du vaccin contre la grippe saisonnière, les vaccins pneumo aussi. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut les faire? Est-ce qu'il faut se dépêcher de les faire? Est-ce qu'il ne faut pas les faire? Absolument. Donc ça, c'est clair et net. Donc, pour plusieurs raisons, c'est ce que je dis à mes patients. Depuis toujours, il y a quand même ce risque d'infection. Et vous savez que dans la polyarthrite, le poumon est souvent un peu enflammé. Donc, vous êtes des sujets
pour lesquels la vaccination contre la grippe est recommandée. OK. Deuxièmement, en période de Covid, si on peut éviter les milliers d'hospitalisés pour la grippe, qui fait quand même 5 à 10 000 morts par an, si on peut éviter d'avoir les deux maladies en même temps, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, parce que sinon, ceux qui vont arriver aux urgences en pneumonie, que ce soit de la grippe ou du Covid, on ne sait pas s'il y aura des gens pour s'en occuper. Et troisièmement, je dis toujours aux plus jeunes, c'est vrai, vous êtes jeunes, si vous faites la grippe ou le Covid, ça va aller. Mais je dis, ah, mais vous n'avez pas de parents et de grands-parents. Ben, ils me disent, bah si, ben oui, mais le problème, c'est que si on est jeune et qu'on attrape la grippe et le Covid, c'est pas grave à titre personnel, sauf que pendant un jour ou deux, eh ben, vous allez transmettre le virus. Vous allez transmettre. Et vous allez transmettre, et à un moment donné, vous transmettez à quelqu'un de fragile, à quelqu'un d'âgé. Donc, que les jeunes qui n'ont pas de polyarthrite, ils s'en foutent. OK. Mais quand j'entends des polyarthritiques qui me disent « Ah non, 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 moi, il n'est pas question que je me fasse vacciner », alors là, je ne comprends pas, parce qu'il y a la protection pour soi, il y a la protection pour le système de santé, et il y a la protection pour les gens fragiles. Voilà. Donc, trois la raisons. Responsabilité individuelle. Okay. Surtout qu'on a la chance. On a des études contre du placebo, et on sait qu'il n'y a pas plus de complications et pas plus de poussées que du placebo. Donc, voilà. Voilà. Et en plus, je peux parler, et je souris à l'avance, car vous savez que les grands professeurs, ils travaillent beaucoup avec les laboratoires, ils ont ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Ouais, mais je ne travaille pas du tout pour les vaccins. Hein. Donc, de ce côté-là, je n'ai aucune action chez Pasteur, chez Mérieux, tout ce qu'on veut. Je ne touche rien des vaccins. Non, je crois que vous l'avez tout compris. La vaccination est encore plus recommandée cette année. Alors, il n'y a plus de vaccin de la grippe. Oui, mais ça va revenir. En fait, il faut se vacciner en novembre, décembre, janvier, sur les 3-4 mois qui viennent. Quand vous allez en pharmacie, vous vous inscrivez et vous dites, voilà, j'ai la polyarthrite, j'ai de la biothérapie, j'ai 62 ans ou 72, et globalement, ils vont vous inscrire en priorité. Ok, même si on n'a pas le bon de la Sécu qui dit bon pour un vaccin antigrippal. Voilà, alors Josette, elle nous dit là, mon mari, 71 ans, il ne veut pas se vacciner. Eh bien, vous lui dites, tant que tu n'es pas vacciné, je ne te fais plus de bisous. Tant que tu n'es pas vacciné, je ne te fais plus la cuisine. Tant que tu es vacciné, je ne te lave plus tes chemises. Je vous laisse. Il a qu'à se les laver, le mari de Josette, ses chemises et se faire à manger lui-même. Ouais, ça, c'est un mari très moderne. À ce moment-là, Josette, elle a beaucoup de chance. Non, c'est normal. Effectivement, il faut lui dire que pour lui, à 71 ans, il vaut mieux éviter la grippe. Pour lui, avec la grippe et le Covid, le système de santé, si demain il fait de la fièvre et qu'il tousse, ça va être compliqué. Et puis lui, il a que 71 ans et il n'a peut-être pas de polyarthrite, mais il a sa femme à côté. Et puis peut-être qu'il voit de la famille, des amis qui, eux, peuvent être aussi fragiles et il faut éviter de transmettre. Donc autant être vacciné. Ok, donc on se vaccine pour soi, mais aussi et surtout parce qu'on est vecteur. Et donc, responsabilité par rapport… Je n'aurais pas osé répondre que répond Gérard Thibault, que vous connaissez bien. Je vous laisse deviner sa réponse. Je ne peux pas la dire en direct. Moi, je le dis, qu'elle change de mari. Bon, on a quand même pas mal de commentaires, là, notamment Pierrette qui nous dit « Inscrite à la pharmacie sur la liste avec une PR active, une prescription médicale, mon pharmacien me dit que je ne suis pas prioritaire pour la vaccination antigrippale. » Eh bien, vous dites à ce pharmacien qui révise ses études, qui révise tout ce qui est dit sur le sujet. Dans toutes les régions de France, les autorités régionales de santé, donc les délégations ministérielles, ont établi des listes de toutes les grandes maladies chroniques, dont les maladies dysimmunitaires. Vous êtes dans les patients prioritaires. La seule chose, c'est que les jeunes, alors de moins de 65 ans ou de moins de 60 ans, eh bien, il y a des régions où ils sont oubliés. C'est vrai. Donc, comme ils sont jeunes, ils ne sont pas prioritaires. Très clairement, si le pharmacien ne comprend pas, en fonction de votre âge, de la polyarthrite et des traitements
que vous êtes des sujets prioritaires, alors là, je vais le dire, vous changez de pharmacien. On peut pas dire qu'il faut changer de mari, mais on peut dire qu'il faut changer de pharmacien. Alors, si votre mari, c'est votre pharmacien, bon, là, c'est plus compliqué. Changer le package. Non, je crois qu'effectivement, dans la discussion, il n'y a pas d'urgence à se faire vacciner contre la grippe. Il n'y a pas d'urgence. Mais, très clairement, il faut être vacciné cette année. Et si le pharmacien dit que vous n'êtes pas prioritaire, il faut dire, bah, quand même, mon docteur me dit tous les ans de me vacciner. J'ai assisté à une présentation d'un brillantissime professeur de rhumatologie. Voilà. Donnez le lien. Vous serez, entre guillemets, vacciné plutôt prioritaire. Bon, c'est valable pour les enfants. Caroline nous dit, est-ce que nos enfants doivent aussi faire le vaccin? Non, les enfants, il faut être honnête, les gens qui ont moins de 40 ans, qui ont moins de 50 ans et qui ne sont pas malades, ils ne sont pas prioritaires. Donc, eux, on les vaccine quand ils sont dans des sujets à risque de transmission. Donc, personnel de santé, les gens qui travaillent, qui contactent beaucoup de personnes à risque. Mais si vous avez des jeunes, ils n'ont pas de risque réellement important pour eux, et s'ils n'ont pas de profession et de contact à droite et à gauche, on n'est pas non plus sur la vaccination de toute la population française. Hein, vous savez qu'on est à peu près 60 millions, et je pense que le nombre de doses envisagées en France, je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, mais je crois qu'il est de l'ordre de 20 millions. D'accord, un tiers. Donc non, on ne peut pas non plus dire vaccinez-vous, vaccinez-vous. Non, je crois que tous les jeunes qui ne sont pas à risque de transmission pour sujets fragiles, voilà, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ça sera plutôt dans leur boulot. Hein, il y a des gens, on peut imaginer un artisan, un artisan, quand il s'arrête de travailler 8 jours, il perd 8 jours de boulot. Donc 0 €. Donc voilà, les plus jeunes qui se vaccinent, c'est ceux qui n'ont pas envie de s'arrêter de travailler, entre autres. Cécile nous dit, il me semblait que vacciner l'entourage des personnes fragiles, favoriser la protection de celles-ci, c'est absolument le message qu'on donne depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait vrai, bien évidemment, l'entourage proche, mais après avec des limites. Si je prends les grands-parents, si on voit les petits-enfants et même les enfants que 2-3 fois tous les 6 mois, voilà. Oui, bien sûr, il ne faut pas faire du systématique, absolument. On a une question d'Émilie qui nous dit, je suis infirmière sous méthotrexate et Symphonie. Puis-je travailler en réa Covid avec une bonne protection? Alors, je vais être très honnête, je pense que c'est quand même à éviter. Autrement dit, en première ligne, avec la pathologie des immunitaires, méthotrexate et biothérapie, je pense que c'est pas très raisonnable, sauf si on était au bout du mur des ressources. Autrement dit, localement, et j'avais beaucoup travaillé avec la Société française de médecine du travail, je pense qu'il faut vous mettre en deuxième, troisième ligne. Il ne faut pas vous mettre en première ligne, dans la mesure où nos moyens humains le permettent. Et aujourd'hui, ils le permettent. Donc, il faut vous mettre en retrait, mais au boulot. Et les plus jeunes qui n'ont pas de polyarthrite, qui n'ont pas de méthotrexate, qui n'ont pas de biothérapie, non, c'est plutôt à eux d'y aller et vous en retrait. Mais c'est pareil pour moi, à plus de 60 ans. Hein. On est en retrait, mais si dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est la panique, eh ben, on est professionnel de santé, on ira, mais on ira en dernier. On devrait pas en arriver là. On ne devrait pas en arriver là. Myriam nous dit que c'est médecin du travail et globalement, on n'est pas confiné chez soi, mais on est en position sur un service deuxième, troisième ligne. Myriam nous dit son petit-fils de 9 ans est sous Symphonie pour une AJI et est-ce que lui doit faire le vaccin antigrippal? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Le vaccin antigrippal, il n'y a aucune contre-indication liée à la maladie et liée au traitement. Caroline nous dit, ma PR fait que mes IgM sont supérieurs à la norme. Est-ce que la PR peut rendre le résultat d'un test antigénique positif? Alors,
IgM, c'est une famille d'anticorps, mais chaque anticorps est spécifique d'une maladie, d'un microbe, d'un virus. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu plus d'IgM qu'un peu moins. Donc, c'est plutôt mieux. Non, à ma connaissance, ça n'aura, vu comme ça, considérez que vous êtes normal, que tout va bien. Alors Hélène nous dit, réellement, doit-on plus privilégier le télétravail plus que les autres? La réponse est oui. Alors, oui, il faut faire simple. Même si j'ai dit en introduction qu'on n'avait pas de preuve qu'il y ait beaucoup plus de formes graves, on n'a pas non plus envie que vous soyez très, 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 très exposé pour que dans un mois ou deux, on nous dise « Ah ben voilà, non, c'est… » Donc, restez quand même prudent. Et le télétravail, il est recommandé pour tous ceux qui peuvent le faire. A fortiori, quand on a une maladie et des traitements qui pourraient au conditionnel. Donc, le télétravail, oui, vous devez, pour ceux qui peuvent, bénéficier le plus possible du télétravail. Daniel nous dit, sous Ritux, mes IgG sont à 2, est-ce que je peux quand même faire le vaccin antigrippal? Alors, si les IgG sont à 2 grammes, c'est pas beaucoup, puisque vous savez que l'idéal, c'est d'avoir au moins 6 grammes. Donc là, c'est vraiment très très bas. Donc là, j'en parlerai avec mon médecin, parce que sous rituximab, si on est trop près de la perfusion, ça pourrait déjà ne pas marcher. Donc il faut bien voir à quand remonte la dernière perfusion. Est-ce que c'était 2 fois 1 gramme, 1 fois 1 gramme? Pourquoi j'ai que 2 grammes? Là, je mets point d'interrogation. Là, il faut voir votre médecin, votre rhumato, et il faut voir votre dossier. Parce que 2 grammes, normalement, on ne fait pas de rituximab à 2 grammes. Quand on a trop peu de gamma-globuline, on fait des perfusions de gamma-globuline avant. Enfin, il faut voir avec son rhumatologue. Là, c'est trop bas. On a le temps de se vacciner. Là, il faut en parler avec son médecin. Mais pas son médecin de famille, hein, il ne va pas savoir répondre. Il faut en parler avec votre rhumatologue de l'hôpital, hein, là où vous faites les perfusions. Alors Blandine nous dit, le certificat d'isolement est-il toujours valable pour le télétravail, pour le chômage partiel? Donc, c'est On une va question. voir ce qui… Vous savez qu'il y aura des textes. Passage à l'Assemblée nationale demain. On va écouter et on en reparlera un peu plus tard. On va être a priori à peu près sur les mêmes modalités, je pense. Là, avec les plans blancs, est-ce que les consultations, les actes, les hospices, tout ça va être annulé? Est-ce que tout le monde va pouvoir avoir recours aux téléconsultations? Alors, Comment pour ça se passe? pour le moment, avec les plans blancs qui sont déclenchés, hein, ce qui est le cas à Lille, eh ben, on nous demande de maintenir l'activité entre guillemets normale, essentielle. Donc, pour le moment, si je prends Lille, où le plan blanc est déclenché depuis la semaine dernière, nous n'avons aucune restriction sur les consultations. On a simplement réduit les secteurs d'hospitalisation pour reventiler le personnel. Donc, je crois que vu ce qui s'est passé en mars-avril, la consultation va fonctionner normalement en intégrant la téléconsultation pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. Donc, ça sera dépendant du patient. Est-ce qu'il a Internet, pas Internet, tatati, et ça sera dépendant du médecin. Mais maintien des consultations, éventuellement téléconsultation. Ok, donc là, Anne-Marie nous dit, en gros, elle a une contre-indication au vaccin contre la grippe, hein, mais elle a été vaccinée pneumo 23 et Prévenard. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle a une contre-indication, elle fait attention. Hein, on espère que de toute façon, les mesures contre le Covid, avec les masques, la distanciation, on a déjà vu en septembre-octobre une diminution très importante des gastroentérites, hein, qui commence à partir de l'école. Donc, on pense heureusement que ça va aussi fortement diminuer la grippe. Ouais, enfin, on pense. On pense, oui.
Tout ça, c'est pour l'instant. Non, mais Voilà. logiquement, il devrait y avoir beaucoup moins de transmission. On va être reconfiné, on fait de la distanciation, donc il devrait y avoir Il est possible que les personnes âgées en EHPAD soient plus confinées, donc bon. Et est-ce qu'on peut proposer ces modalités homéopathiques contre la grippe ou Alors là, je suis un homme tolérant. Ma femme va peut-être sourire, mais je suis un homme tolérant. Je n'ai jamais râlé pour les gens qui me disent « Ah ben non docteur, pas besoin de me vacciner, j'ai la vaccination homéopathique ». Alors là, très clairement, scientifiquement, la vaccination homéopathique n'a jamais rien prouvé. Je crois qu'on est dans un contexte où il y a des interrogations, mais parfois le doute n'est pas permis. La vaccination homéopathique n'a aucune efficacité scientifique démontrée à ma connaissance. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vaccination homéopathique. Vaccination homéopathique, pour moi, ça va être considéré comme rien. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est très clair, effectivement. Geneviève nous dit Pneumovax et Prévenard plus Pneumo 23 font-ils double emploi? Alors, aujourd'hui, on est toujours sur le schéma classique, le Prévenard 13 en 1, et 2 mois plus tard, soit le Pneumo 23, soit le Pneumovax, mais du Pneumo 23, il n'y en a plus beaucoup nulle part. Donc, Pneumovax et Pneumo 23, c'est le même. Et après, quand on est j'allais dire au retraitement, quand on est à la revaccination 5 ans après son Prévenard, eh ben, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, le plus souvent, on refait un Prévenard 13 et tout va bouger parce qu'on nous dit qu'il y aura un nouveau Prévenard 17. Enfin, donc, on revaccine par un Prévenard 13. C'est le plus efficace. Je pense qu'il va falloir quand même conclure. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je crois que si on veut rentrer chez soi, Sonia, je te laisse peut-être les 2 questions qui te paraissent vraiment hyper importantes. Écoute, je pense que là, on a fait quand même le tour de tout. Je pense que maintenant, les réponses vont venir de Monsieur Macron. Voilà. Donc, je pense que ce petit schéma d'actualité, très clairement, avec tout ce qui se passe, on aura largement l'occasion d'en reparler. Je remercie encore tous ceux qui ont participé au questionnaire en ligne sur le retentissement psychologique. Par l'équipe de Sonia et Landar, on vous proposera probablement de réactualiser ce questionnaire. Un grand bravo à ceux qui incitent les uns et les autres au polyarthroton. L'équipe lilloise n'a pas participé parce que je n'étais pas là, parce que je n'ai pas eu le temps de stimuler mes troupes. Et j'avais dit, bah oui, mais c'est un jour de semaine, tout le monde est à l'hôpital, on ne marche pas ou peu. Mais je proposerai sûrement de faire une équipe pour le marathon du Médoc. Donc là, il y a quand même 42 km. Je pense qu'une dizaine de professeurs de rhumatologie feront cette épreuve redoutable sur le plan œnologique et gastrologique et 42 km. Donc, ça ne tombe pas dans une oreille du sourd, mais on le fera au nom d'un certain nombre d'associations. On verra pour le déguisement. Et le bouton, oui, je l'ai mis au col de chemise, parce que si je le mettais un peu plus bas, à l'écran, je ne le vois pas. Donc, je pense qu'il était trop bas par rapport à ma caméra. Le yoga et l'activité physique, on va être confinés. Très important, je garde le moral. Un petit verre de vin, ça fait du bien. Et surtout, je maintiens mon niveau d'activité physique, du yoga, du tai chi. Il y a plein d'applications, plein de vidéos. Il faut rester actif. Ça restera transitoire. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, René-Marc. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci à vous. Au revoir.